Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Plus un seul trimestre sans que le ministère des enseignements secondaires n'occupe les devants de l'actualité. Entre un élève qui débarque dans son établissement à Saint-Mélima muni d'une machette et dépossède l'intendant d'une importante somme d'argent, à ces vidéos obscènes tournées par des élèves dans des salles de classe, prenant la mesure de la chose, le ministre des enseignements secondaires, lors d'une réunion en visioconférence il y a quelques jours, avec les principaux responsables de ces services déconcentrés, a jugé utile de saisir sa collègue Minette Libom-Lilikeng des postes et télécommunications afin que ces vidéos soient supprimées des réseaux sociaux. Le ministre des enseignements secondaires pense qu'il faut renforcer l'interdiction des téléphones portables à l'école. Nalova Lyonga trouve qu'il devient impérieux de trouver des effectifs, de renforcer les effectifs des surveillants généraux. Ceux-ci doivent être dispensés des tâches pédagogiques afin qu'ils se concentrent sur la discipline. Autre recommandation forte au terme de cette réunion entre le chef de département enseignement secondaire au Cameroun et ses principaux responsables dans les régions, c'est la nécessité d'amender les règlements intérieurs des écoles et y inscrire systématiquement des sanctions plus sévères à l'encontre des élèves indisciplinés. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, comme tous les vendredis, vous aurez le 20h présenté par Nadine Yambou. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Enseignement secondaire, la délinquance au menu. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Jacques Bessala. Bonsoir Jacques. Bonsoir Monsieur Autour, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux Camerounais qui nous regardent sur Equinox TV en ce moment. Vous êtes enseignant et surtout président du collectif des enseignants indignés du Cameroun. Ça fait exactement un an, lors de notre dernier passage ici à Yaoundé, nous vous avons reçu sur ce plateau parce qu'il y avait cette affaire Djomi Tchakonté, voilà, qui avait été assassiné par son élève, enseignant de mathématiques au lycée de Colbison. Technique, c'était ça? Lycée technique de Colbison. Non, lycée classique. Classique de Voilà, Colbison. classique de Colbison, un élève de 4e. Très bien. Voilà, président, vous êtes le président du collectif des enseignants indignés du Cameroun. Exact. Alors, un an plus tard, vous voyez que... Vous êtes toujours indigné? Ah bah, nous sommes toujours indignés à bien d'égards. Oui. Et très rapidement, il y a ces histoires de complément de salaire. Vous avez 17 000 enseignants qui sont toujours en attente de paiement de leur complément de salaire et rappel y afférent. Il faut reconnaître quand même que des lignes ont bougé, mais il reste beaucoup à faire. Il y a 90 000 avancements qui sont en instance de paiement. Vous voyez un peu. Donc voilà autant de patates chaudes, voilà des malaises qui, comment dire, sont en latence encore au niveau du ministère des enseignements secondaires. Il y a, comment on va appeler ça, le nouveau manuel des procédures qui est attendu du côté du Premier ministère. Nous avons travaillé, nous du collectif, avec les membres du gouvernement, du moins ceux impliqués dans la résolution des problèmes des lauréats des ENS17. Il y a un nouveau manuel des procédures qui doit être mis dans des pratiques administratives après avoir fait l'objet d'un décret du Premier ministre. Donc nous attendons toujours que ce manuel sorte des tiroirs. Voilà, à côté de vous, Maître Claude Kene. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci pour votre invitation. Mais vous êtes aussi parent. Absolument, je suis parent. Donc tout ce qui se passe là vous intéresse Bien sûr, également. bien sûr, je suis intéressé autant que tous les parents. Oui. En tant que parent, on ne peut pas rester indifférent à cette vague de violence qui s'étale au-delà même des établissements scolaires. Vous avez connu ça quand vous étiez élève? À notre Dans époque, votre établissement, votre parcours? à notre époque, c'était quand même différent. Je viens du lycée classique de Bafoussam. Ah oui. Je n'imagine pas un élève du lycée classique de Bafoussam à l'époque passer par le portail, l'entrée des professeurs. Ça ne se faisait pas. C'était assez marginal. Ils escaladaient quand même bon, c'était assez marginal, Serge Alain, c'était assez marginal. Et le problème aujourd'hui, c'est que ça tend à devenir la mode. Oui. Alors, on a l'impression que la délinquance juvénile, la délinquance en milieu scolaire
tend à devenir un peu la norme. Voilà. Et c'est ça qui est davantage gênant. Merci. À côté de vous, il est toujours là lorsqu'on parle des questions d'éducation. La dernière fois, il était avec nous. Ah, voilà, Samuel Ngamo, bonsoir. Bonsoir, Serge-Alain. Voilà, vous êtes inspecteur pédagogique régional à la retraite. Hein. Oui. Beaucoup d'années dans l'enseignement de la biologie, sciences naturelles, puis enfin, SVT, sciences de la vie et de la terre. Et de la terre. Voilà. Samuel Ngamo, vous avez regardé ces vidéos obscènes? J'ai eu le malheur de regarder cette vidéo. Vous avez eu. Bon, nous, on va rester sur les sanctions. Oui. OK. À l'issue du conseil de discipline, les acteurs et ceux qui ont fait ces vidéos ont été exclus définitivement. Les spectateurs ont écopé de 8 jours d'exclusion. Votre commentaire? Si vous étiez membre du conseil de discipline, de ce conseil de discipline, vous auriez appliqué ces sanctions aussi? Monsieur Serge-Alain, merci pour votre invitation. Je vais vous dire tout de suite par rapport à cette sanction que vous évoquez là, que cette sanction traduit l'échec de l'école. L'école n'a pas pour mission d'exclure... Samuel Ngamo, vous auriez été un peu... Ah, vous auriez moins souple, plus souple, bien plus dur. Je n'aurais jamais prescrit l'exclusion. OK. Jamais. L'exclusion décrit l'échec du système éducatif. La mission de l'école, c'est quoi? C'est la mission de formation, la mission d'information, la mission d'encadrement. La mission, qui dit formation? Parce que tout ce que nous avons vu à travers ces vidéos traduit essentiellement une absence d'éducation quelque part. Quelque part, quelque chose n'a pas marché comme il se devait. Oui. Et cela se traduit par ce que nous avons vu, par cette forme que vous avez appelée délinquance. J'ai été très peiné lorsque vous m'avez invité pour parler encore de la délinquance à l'école. Je me suis dit, voilà encore, très vite on a trouvé la cible. L'école est devenue la cible. Or, et si cette école était véritablement ce miroir qui nous renvoie de manière froide et barbare l'image réelle de notre société, est-ce qu'il ne faudrait pas faire l'autopsie de la société au lieu de faire l'autopsie de l'école? Parce que je crains que nous nous réunissions comme ceci, pendant 15 émissions, nous parlerons de l'école, c'est une bonne chose. Mais est-ce que les lignes vont bouger? Parce que l'école est une sécrétion de la société. S'il revient maintenant à cette sanction, chaque fois, André-Marie Talla, dans l'une de ses chansons, disait, en banjoun, je ne me souviens pas très bien en banjoun, je vais essayer de traduire en français, il dit, imaginez-vous qu'un prêtre fuit un milieu prétextant qu'il y a trop de pécheurs dans ce milieu, ou qu'un infirmier fuit l'hôpital en donnant pour prétexte que les plaies ne sentent pas bien. Imaginez-vous que l'enseignant fuit la salle de classe en se disant en donnant pour prétexte qu'il y a trop de délinquants dans la salle de classe. Or, lorsque nous voyons l'exclusion définitive, un président américain disait « No child left behind ». Chaque enfant... Personne ne devait être laissé à la remorque. Personne ne doit laisser à la remorque, comme vous le dites très bien. Chaque enfant a droit... Samuel Ngamo, si vous étiez président de ce conseil de discipline, je n'aurais jamais exclu. Vous auriez donné quoi comme sanction? Ces enfants sont des enfants en difficulté. Il faut très bien échanger avec eux pour très bien cerner quels sont leurs véritables problèmes et leur apporter des solutions d'ordre pédagogique, psychologique et même psychosocial pour essayer de les remonter. Les exclure, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on les exclut de tous les établissements scolaires de la République et même au-delà de la République? Non. On les exclut au lycée de Kribi. Qui vous dit qu'ils ne seront pas recrutés dans un autre établissement, dans la même ville? Bien un autre lycée même. Un autre lycée. Et c'est pour ça que moi je pense l'exclusion est comme la peine capitale. Et lorsque j'ai à côté de moi un maître. Oui, maître Claude Kené. Maître, le code pénal, je parle sous votre contrôle, a prévu la peine capitale.
Mais vous savez très bien qu'il y a des C'est bon. magistrats Oui. qui, pendant toute leur carrière, On s'est jamais ont prononcé. juré de ne jamais prononcer la peine capitale. Elle est même prononcée, mais elle n'est pas exécutée. Elle n'est pas Depuis exécutée. beaucoup d'années. Elle n'est pas exécutée. Or, maintenant, d'où vient-il qu'à l'école, il y a une vidéo qui est obscène, qui est insupportable? Lorsqu'on les exclut, cela veut dire tout simplement qu'on a fait rapidement d'eux des bourreaux. Alors que ce sont également des pauvres victimes d'un système scolaire qui a perdu ses repères, d'un système éducatif qui a perdu ses marques. Tout à l'heure, vous avez demandé à Maître si pendant son parcours, Oui, tout son il pouvait parcours. vivre cela. Nous sommes tous passés par des établissements scolaires. À notre temps, il n'y a pas de maternelle. On allait directement à la La CIL. cible, ouais. Et on a fait tout ce parcours-là. Il y a des choses qui sont extrêmement nouvelles aujourd'hui. Et ces choses-là ne sont que le calque, ne sont que la reproduction sociale de la vraie vie que nous avons dans nos rues. Ok. Faites un tour au marché Mokolo. Faites un tour dans nos rues. Vous ne dites même pas bonjour à quelqu'un. Les gens s'acharnent sur vous, vous engueulent même sans vous connaître. Demandez à nos dames, à nos sœurs, c'est qu'elles vivent lorsqu'elles font un tour au marché. Qu'est-ce qu'on ne leur dit pas? Sortez un dimanche avec votre belle voiture. Qu'est-ce qu'on ne vous dit pas? Monsieur, votre crédit, allez rembourser le crédit, allez faire ceci. Personne ne s'interroge pour savoir comment vous avez souffert pour vous acheter cette voiture. C'est pour vous dire, monsieur Serge Alain, la délinquance n'est pas seulement la chose de l'école aujourd'hui. Ok. Si nous avons choisi aujourd'hui de parler de la délinquance à l'école, allons-y. Merci. Ok. Voilà, on va d'abord écouter peut-être un autre son de M. Claude Kenney. Maître Kenney, cette sanction pour vous, exemplaire, Ouais. bien vous vous alignez Alors, comme l'inspecteur, qu'il ne faut pas, il fallait pas les sanctionner aussi durement. Oui, Serge Alain, ce que je pense de ces sanctions, c'est que nous sommes là clairement, comme vient de le dire si bien l'enseignant, dans du hors-sujet, c'est-à-dire que on a davantage affaire aux gens qui se préoccupent plus du thermomètre plutôt que de la maladie. On vient là d'exclure ces enfants, je ne sais pas ce que ça signifie. Ça signifie peut-être qu'ils n'ont plus droit à l'éducation. Je ne sais pas si on a instruit à côté de l'exclusion, peut-être une prise en charge dans un centre d'accueil. Je ne sais pas s'il y aura un suivi psychologique ou moral, ou c'est pas moi un encadrement psychologique à la suite de cette exclusion. Ce sont autant de questions qui font que l'on revient à l'essentiel pour se dire, mais quel est elle-même le biotope dans lequel se développe toute cette délinquance? Je crois que c'est à partir de ce moment que l'on va comprendre que nous sommes dans une société où la violence est en train de prendre le pas sur la paix, sur la tranquillité, sur la paisibilité. Vous allez constater qu'à tous les niveaux, c'est la violence. Cette violence, elle existe dans les familles. Dans les familles, vous allez du côté des établissements scolaires, elle est là, nous en parlons aujourd'hui, mais elle est surtout aussi, et je dois le dire, une violence même sociétale, une violence d'État, disons-le clairement. Lorsque vous vous retrouvez dans un pays où on prend un journaliste parce que l'on estime qu'il a dit quelque chose d'une dame et qu'après un an, plus d'un an, il est en prison, dites-vous que c'est une violence qui va générer une autre. Lorsque vous vous retrouvez dans un pays où ceux qui sont censés présenter les valeurs, c'est-à-dire orienter, présenter les repères à ces enfants, vous parlez des choses qui ne tiennent pas, on boucle le budget d'un stade, après on vous dit que le budget, il faut le refaire, vous voyez, ils ne peuvent pas parler de valeurs en tant que telles. Et quand ceux qui sont censés promouvoir les valeurs ne les incarnent pas, eh bien, on aboutit à la violence. Donc moi, en réalité, le contexte dans lequel nous vivons est un contexte violent. Vous avez vu, je vais faire peut-être un petit hors-sujet pour faire un peu comme certains. Vous avez vu par exemple le contentieux post-électoral, où on vous a dit clairement que bon voilà, c'est comme ça, mais il n'y a pas 32 PV, mais on va avancer quand même. C'est de la violence. Ça se répercute dans les familles, ça se répercute sur les enfants, ça se répercute dans tout le corps social, c'est Alain. Ok. Voilà, Jacques Avébé pour vous. Jacques Bessala. Jacques Bessala. Jacques Bessala. Kribi, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, il s'est passé beaucoup de choses à Kribi. Vous savez, cette vidéo qui est à l'origine Oui. de tout ce buzz aujourd'hui
vous savez, au MINESEC, nous sommes 90 000 minimalement, dont le collectif des enseignants indignés du Cameroun a des enseignants postés partout qui peuvent aller creuser à la source et vous porter l'information, la bonne information. Alors, il se passe que, pour ce qui est de cette vidéo, il s'agit d'une sorte de jet set qui s'est constitué au lycée bilingue de Kribi. Pour tout vous dire, ce sont des élèves de terminale bilingue. Oui. Ils sont 22 dans leur salle de classe. Voilà les informations que nous avons reçues. Oui. Et ils sont 2 qui ont échappé aux sanctions dont on parle là. Parce que l'un d'eux, d'après ce que nous disent les collègues, l'un d'eux a été... il était corvéable. Le proviseur l'avait puni. Oui. Et l'autre était malade. Alors, les autres... Enfin, il s'agit d'une jet set des enfants qui s'organisent, qui organisent des chillings. Vous connaissez les chillings? Pour l'aîné, les chillings, ce sont ces fêtes orgiaques-là qui sont organisées et dans des appartements loués et tout ce que vous pouvez imaginer. Vous voyez un peu? Alors, ces enfants ont réalisé l'exploit de faire une vidéo que tout le monde trouve normalement obscène, et cette vidéo-là qui est à l'origine de tout ce buzz. Alors, le conseil de discipline s'est tenu le 3 mars, et au-delà en marge, je veux dire, de ce conseil de discipline, il y a eu des incidents qui semblent même avoir, voilé le véritable problème, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que d'un enseignant qui aurait frappé un journaliste. C'est ça le buzz actuellement. Et j'en profite pour vous dire que nous avons reçu l'information de Kribi. Il se passe que, déjà, un conseil de discipline, c'est la cuisine interne. Ça, vous le savez, seuls les élèves concernés, leurs parents et l'administration, voilà les membres du conseil. Mais il se passe que pour l'affaire de Kribi, qui a commencé à 17h, et s'est achevé à 22h, 23h moins, il y a des journalistes qui ont essayé d'infiltrer la salle. Alors, le proviseur, d'après ce qu'il nous revient, leur a demandé d'attendre à côté les résolutions du conseil. Ils ne peuvent pas couvrir l'événement. Voyez-vous? Et je vous dis en passant, il y a même un journaliste qui s'est présenté avec un document là-bas comme étant un envoyé spécial du préfet de l'océan. Ce monsieur-là a été arrêté et gardé à vue. Voilà des choses qui ne se disent pas. Alors, ce fameux journaliste d'une télé, l'un de vos confrères, si vous voulez, s'est présenté d'abord comme parent d'élève et tout ce que vous voulez. Mais les collègues se sont rendus compte qu'il faisait des prises d'image à travers la fenêtre. C'est cela qui a attiré l'attention des collègues. Alors, il lui a été gentiment demandé de partir. Il a résisté avec tous les discours haineux que vous connaissez là, les insultes. Alors, il s'est passé qu'on a voulu le mettre hors de l'établissement par la force. Et je vous dis que c'est ce journaliste-là qui a porté le premier coup sur un professeur d'EPS. Ce professeur-là, légitime défense, si vous voulez, lui a rendu son coup. Et ce qui a d'ailleurs, lorsque les autres collègues ont vu comment le journaliste portait le coup, cela leur a rappelé toutes les violences que nous subissions déjà depuis fort longtemps. Je n'ai plus besoin d'égrener ça ici. Madame le sous-préfet qui vient gifler, un militaire qui va tabasser une maîtresse, et tout ça. Alors, ça fait tic là, et ces enseignants-là ont voulu vraiment le passer à tabac. Alors, c'est celui qui a été agressé par le journaliste, qui protégeait même encore ce journaliste-là. Alors, nous avons assisté à une sorte de lynchage sur les réseaux sociaux et dans les médias, que les enseignants sont des sauvages et tout ce que vous voulez. Alors, je clôt un peu cette partie-là, cette partie pour revenir sur les sanctions proprement dites. J'ai écouté mon inspecteur dit que ce n'est pas, c'est pas une bonne chose, exclure l'enfant. Moi, je m'en tiens aux dispositions textuelles actuelles pour dire que lorsque l'établissement est convaincu qu'il ne peut plus gérer à son niveau un élève, il vaudrait mieux que cet enfant-là aille se faire éduquer d'abord à la maison. Et c'est là où l'aîné a parlé de la société. Aujourd'hui, c'est l'école
qui est à la barre. Je vais vous dire que les enseignants ont accusé le lycée bilingue de Kribi d'être à l'origine certains parents d'élèves l'ont fait, à l'origine de cette vidéo, parce que, selon eux, ça provient du e-learning. Le e-learning a fait qu'on achète les téléphones aux enfants et l'école ne parvient pas à filtrer les entrées. Vous savez comment ça peut se passer, les élèves qui escaladent, etc., etc. Le e-learning, c'est un autre débat là-bas. Alors, pour parler des sanctions, il faut que la société se remette en question. Je ne fais que vous dire, monsieur Otou, que l'école ne fait que subir ce qui vient de l'extérieur. Il y a des gens qui prenaient des enseignants pour, par exemple, les transmetteurs du savoir, les nounous et tout ce que vous voulez là. L'école ne peut pas supporter tout cela. La société, c'est qui? La société, c'est vous et moi. La société, parlons de l'éducation de la société. Je vais établir un parallèle. La vidéo et les médias. Aujourd'hui, nous avons des stars qui passent, la musique qui passe sur nos télés aujourd'hui. Quel est le contenu de cette musique-là? À bien d'égards, c'est la pornographie. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous pensez que ces enfants-là ne le voient pas? Ils apprennent à partir de ces médias-là. Ils apprennent à partir de l'Internet. Alors, lorsque vous dites que c'est l'école qui est responsable de ces choses-là, mais voyons. Lorsque Madame la ministre dit qu'il faut saisir le Minpostel pour la suppression des vidéos en cours, il faut des mesures globales. Ça ne peut pas se limiter au Minesec. Il faut que le gouvernement se mette en place. Nous avons proposé la sécurisation des établissements scolaires. C'est un ensemble d'acteurs. C'est-à-dire, il y a les personnels de la santé, il y a ceux des forces de maintien de l'ordre, des affaires sociales, les promoteurs de médias. Il faut, contrôler ce qui est consommé par nos enfants dans la société avant que cela ne vienne à l'école. C'est là-bas le problème, monsieur Otou. Donc, arrêtons un peu avec le procès de l'école. Les mesures de Madame la ministre sont bien et tout ce que vous voulez, mais je les trouve partielles quand même parce que les autres membres du gouvernement doivent se joindre à elle pour que des solutions globales et pérennes soient trouvées à cette histoire de violence et pornographie en milieu scolaire. Voilà, inspecteur Ngamo, une des recommandations, c'était qu'on puisse renforcer l'interdiction des téléphones portables à l'école. C'est pas nouveau. C'est pas la première fois qu'on prend cette mesure. Ça veut dire qu'on prend une mesure, il n'y a pas de suivi, on relâche, d'où des scènes comme celles qu'on a vécues à Kribi. Merci Serge Alain pour cette question. Vous le savez très bien, la valeur d'une mesure disciplinaire est en corrélation directe avec tout ce qu'on a mis comme arsenal pour sa mise en application réelle. C'est pour dire tout simplement que interdire à nos élèves de venir dans les salles de classe avec les téléphones portables, c'est une bonne chose. Mais, entre-temps, M. Bessara vient de le dire, quand le Covid est arrivé, on a introduit de manière hâtive, sans aucune préparation véritable, le e-learning. Le e-learning. On a encouragé les parents à acheter des outils pour accéder à ces différents médias. Parmi ces outils, nous avons les téléphones portables. Aujourd'hui, interdire l'accès des téléphones portables dans les établissements scolaires, il y a bien une mesure. Le ministre en parle plusieurs fois. Le chef d'établissement en parle. Il faudrait maintenant qu'au sein des établissements, qu'il y ait un véritable suivi. Et même au-delà des établissements, déjà à la maison, que les parents entrent dans cet arsenal de surveillance. Que les parents deviennent également des véritables surveillants de leurs enfants. Mais je ne voudrais pas que le débat se transforme en le parent doit tout faire, le parent doit tout faire, le parent doit tout faire. Parce que pour la plupart du temps, nous avons face à nous des géniteurs qui ne sont pas encore des parents. L'acte de géniteur est un événement biologique qui arrive lorsqu'il y a rencontre un homme entre un homme et une femme.
Et cette rencontre a pour conséquence heureuse ou malheureuse la naissance d'un enfant. Ça ne fait pas des géniteurs des parents automatiques. C'est pour introduire une autre donne que nous tendons chaque fois à négliger. Nous voulons que les parents fassent tout. Les parents, à leur niveau, ont-ils reçu ces compétences pour pouvoir faire ce que nous leur demandons de faire aujourd'hui? Mon père, qui est un planteur, vieillard planteur à Bangou, vous voulez qu'il soit aujourd'hui capable? Il n'arrive même pas à se lever le matin, de fouiller tous les sacs des enfants, de faire ceci, de faire ceci, de faire ceci. L'enfant n'a pas appris, c'est lui. L'enfant n'a pas copié ses résumés, c'est lui. L'enfant arrivé à l'école, c'est lui. L'enfant a fait ceci, c'est lui. On va finir par assommer ce pauvre parent. Je ne dis pas que le parent n'a pas sa part, mais il faudrait qu'il y ait une véritable autopsie de notre société. Pour qu'ensemble, on se regarde dans les yeux et qu'on trouve ce qui n'a pas marché. Parce que lorsque le parent, à cause des vicissitudes de la vie, à cause des conditions difficiles que lui-même, il n'arrive pas à gérer, il a perdu ce pouvoir de parent, il est devenu le simple géniteur. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Le parent qui ne peut pas, parce que l'enfant lui a dit, papa, j'ai un cahier, mon cahier de SVT est arrivé et achevé. Il me faut un nouveau cahier. Le cahier, combien de pages? 340 pages. Il coûte combien? 2700. Lorsque le parent est incapable de pouvoir, à l'instant, offrir ce cahier à cet enfant, il cesse d'être parent. Il retrouve sa nature de géniteur. Il cesse d'être parent. Et c'est là tous les problèmes. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit, et si l'école était ce miroir qui ne renvoie la société que la véritable image de notre société. Parce qu'on a beau crier, on va dire les parents n'arrivent pas à faire ceci, n'arrivent pas à faire cela. Qui dit société dit répartition des tâches. Que cela soit très bien compris par nous tous. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui que ma grand-mère, dont la mission est de cultiver dans sa brousse de 100 mm, de cultiver le manioc et envoyer sur le marché pour qu'on vende? Pourquoi voulez-vous qu'elle se dérobe de cette tâche pour devenir l'éducateur, pour devenir, alors que la société a organisé une structure qui est chargée de l'éducation. Cette structure qui est chargée de l'éducation, c'est bien ce qu'on a appelé le concept d'école. Et c'est pour cela qu'un brillant pédagogue définissait l'éducation comme étant la socialisation des jeunes générations par les générations adultes. Cela veut dire lorsque quelque chose ne marche pas, il faut regarder du côté de ces générations adultes. Le parent doit faire son travail, mais il faut qu'on donne les moyens. Et ces moyens sont diversifiés à l'école pour faire véritablement son travail. Je dis bien qu'on donne les moyens. Je n'ai pas dit seulement aux enseignants. Les enseignants ne sont qu'une partie de l'école. À eux déjà, on ne leur donne pas les moyens suffisants. On ne leur donne pas les moyens. En termes de formation initiale, ce qu'ils reçoivent est insuffisant. En termes de formation continue, il n'y en a presque pas toujours. Les quelques journées pédagogiques qu'on organise ne sont pas suffisants pour pouvoir assurer cette formation continue. Et nous sommes à une époque aujourd'hui où les missions de l'enseignant deviennent extrêmement difficiles. Quand nous on était au collège, l'enseignant était pratiquement le seul détenteur du savoir. Pratiquement le seul. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il n'est plus le seul détenteur du savoir. Tout ce qu'il a comme savoir peut se retrouver à Internet. Et se retrouve à Internet. Se retrouve dans les bibliothèques des enfants, des bibliothèques de ses parents. Et c'est pour cela que la mission d'enseignant devient aujourd'hui extrêmement difficile. Mais pendant que la mission se complexifie, se densifie, devient de plus en plus difficile, j'ai l'impression qu'il y a eu relâchement au niveau de la formation initiale, relâchement au niveau de la formation continue,
Et la conséquence est ce que nous observons, Ok, cette délinquance-là. voilà. Oui, oui, rapidement, parce que j'ai... Rapidement, vraiment, monsieur l'inspecteur, excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis C'est pas bon, d'accord. c'est pas le plus absolu. Voilà. J'ai perçu comme une contradiction quelque part. Oui. D'abord, vous parlez de la répartition équitable du travail. Pas équitable, hein. Enfin, bon, si vous voulez, Oui. voulez. Maintenant, vous avez dit quelque chose quand même d'assez grave. Vous présentez les cas de ces parents-là qui ne peuvent pas suivre leurs enfants. Vous avez dit quelque chose dans ce sens-là. Et le problème se pose à ce niveau. L'enseignant ne peut pas porter tout ce fardeau-là. Il faudrait qu'à la maison, les parents puissent suivre leurs enfants. Nous vivons cela au quotidien. Monsieur Outou, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de parents qui sont préoccupés par le gagne-pain, laissant l'éducation ou le suivi de leurs enfants au reste de la société, je veux dire la mauvaise société. Et là, la société s'en occupe à sa façon. Vous voyez un peu? Et on se retrouve avec des têtes mal faites en amont. Lorsque vous dites que, lorsque vous accusez la formation des collègues et tout ce que vous voulez, moi je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur l'inspecteur, parce que les collègues font déjà l'effort de faire leur travail. Aujourd'hui, on nous parle de la mi-temps. Monsieur Outou, certaines personnes pensent que la mi-temps veut dire que certains enseignants viennent le matin, d'autres viennent le soir, ce qui est faux. Avec ce système de mi-temps, à cause de Covid, soi-disant, il y a des enseignants qui se retrouvent, monsieur l'inspecteur, vous allez me dire si cela est normal, il y a des enseignants qui se retrouvent avec 39 heures de cours par semaine. Il y a Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Il y a des enseignants qui se retrouvent à 17 heures ou 15 heures de cours en un jour, sans pause, ce qui n'est pas normal. Et lorsque tout cela se passe, on demande encore à l'enseignant de faire le e-learning. Un e-learning qui n'a pas été subventionné et tout ce que vous voulez. Je vous dis que le problème doit venir, je veux dire les solutions doivent venir d'ailleurs, pas à l'école. Madame la ministre a dit par exemple que il faut renforcer les effectifs des surveillants généraux. Mais moi je voudrais lui poser la question. devrait être dispensé de... Oui, je voudrais lui poser la question. tâches pédagogiques. Oui, où sont les nominations? Les enseignants attendent les nominations. Oui, c'est-à-dire le problème qu'elle pose là, elle est elle-même la solution à ce problème. Donc, vous voyez que systématiquement, on déchire tout à l'école, mais les solutions doivent venir d'ailleurs. Que chacun fasse son travail. Oui, il faut que maître parle aussi. En une seule seconde. Je voudrais tout simplement dire que M. Balad Bessar ne m'a pas très bien compris. En aucun moment, je n'ai dédouané les parents. J'ai dit que le contexte social est tel que il est difficile de remplir aujourd'hui la mission de parent. On fait comment? C'est pour cela que je dis, beaucoup sont restés des simples géniteurs. Parce que les conditions, la pression sociale sur eux-mêmes est telle qu'ils ne peuvent plus remplir cette mission de parent. Et maintenant, par rapport à l'enseignant, je n'ai jamais dit, je ne le dis pas, que l'enseignant est le seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Je dis que l'enseignant a sa part dedans. Laquelle? Et c'est qu'il faut, oui, il faut le savoir. Laquelle? Laquelle je vais vous répondre tout de suite. L'enseignant n'a pas toutes les compétences. Et la faute ne lui revient pas. Lorsque vous avez un enseignant qui le matin sort de chez lui à 6 heures, il doit faire tout le trajet à pied pour arriver à l'école parce qu'il lui manque de quoi payer les frais de déplacement. Il ne peut pas bien se documenter pour remplir la mission de formateur qui est la sienne. Lui-même doit se former pour former. Il n'a pas ses atouts pour le faire. Vous allez me dire qu'il remplit bien sa mission? Je dis non. Il ne remplit pas bien sa mission. Il faut commencer par reconnaître cela. Et maintenant chercher les causes. Est-il responsable de ces causes? Non. Monsieur l'inspecteur, excusez-moi, on n'est pas en train... Permettez, oui. non, c'est pas un pupon. Je vais, oui, permettez, maître Claude, prenons le cliché qui nous vient de Sang-Mélima. Ouais. Voilà un élève qui part de chez lui avec une machette, il décide d'aller braquer. Le mot n'est pas assez fort, il va braquer l'intendant. La faute à qui? Les parents, la société. Ces gens-là, ce qu'il faut dire en ce qui concerne le cas de Sang-Mélima, c'est que dans ces choses-là, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, à chaque fois que le problème ne sera pas réglé, tant que le problème ne sera pas réglé dans le fond,
on assistera à des limites qui se repoussent à chaque fois. C'est-à-dire, vous avez vu la machette aujourd'hui, ne soyez pas surpris que demain ce soit tout un gang davantage armé avec des armes plus sophistiquées que la machette. Donc je veux dire, fondamentalement, le problème... On a vu l'arme à feu à Ekounou il y a quelques semaines. L'arme à feu à Ekounou, et je vous dis qu'il y a encore des choses plus graves que l'arme à feu que vous avez vu à Ekounou. Ne soyez pas surpris que demain les enfants s'en saisissent. Lorsque vous avez par exemple un enseignant qui se retrouve avec l'arme à feu sur sa tempe braquée par un parent, ça s'est vu. Par un parent sous prétexte qu'on aurait malmené sa fille, son fils. Vous vous attendez à quoi? Ce que je veux dire, c'est que je pense que l'essentiel de ce débat est ailleurs. Je l'ai dit tantôt, c'est davantage une question de repère. Et avant d'abonder dans le sens de ces repères, vous me permettrez de faire une ou deux petites observations sur ce qui vient d'être dit. La première, c'est que je ne suis pas trop d'accord avec ce procès ou alors cette sorte de syndicalisme qui veut que l'on protège les enseignants de Kribi, du lycée de Kribi, contre les journalistes. Ça, on ne refait pas la roue. Nous savons tous comment les journalistes font pour avoir des informations. Parfois, ils utilisent un titre ou un autre pour avoir l'information qu'ils recherchent. C'est un exercice compliqué qui doit se respecter. Et à partir du moment où l'enseignant juge que c'est avec le muscle qu'il faut régler ce problème, dites-vous bien que son élève qui est à côté le copie et demain, il va répercuter la même chose. Je veux dire que ces enseignants, en utilisant le muscle pour régler cette pécadille, ont tout aussi échoué que les élèves pour lesquels ils étaient réunis au fin d'un conseil de discipline. Ça, c'est ma première observation. Ce que je dois dire ensuite, c'est purement conjoncturel. Comme deuxième observation, c'est que lorsqu'on se retrouve dans une société où un ministre vous dit que l'on peut vivre avec 37 000 francs, c'est-à-dire 36. Oui, 36 000 francs, c'est-à-dire je suis même au-delà de ce qu'il dit. Et vous vous retrouvez avec, disons, 2 enfants. Vous vivez dans une ville comme Yaoundé. Il y a le loyer à payer. Vous avez des enseignants qui ont 15 à 16 heures de cours, je viens de l'apprendre là tout de suite, par jour. La conséquence logique quand un enseignant a 17 heures de cours, c'est-à-dire un peu après de 24 heures, c'est-à-dire bientôt même ils vont dépasser la durée de journée. Voilà, le rendement ne sera pas le même. Ça veut dire, opérationnel. Tout ça s'imbrique, ça veut dire augmentation de la charge des parents parce qu'il faudra un répétiteur. Un répétiteur, ça se paye. Comment est-ce qu'on fait pour le payer lorsqu'on vous explique qu'il faut 37 000 francs, avec 37 000 on peut tenir? Ça veut donc dire le père ne peut plus faire cela tout seul, la mère va devoir sortir. Et quand elle sort, il y a un relâchement au niveau du suivi, de l'encadrement des enfants. Il y a un relâchement, c'est clair, ça se compense, tout se paye, cash. Il y a un relâchement au niveau du suivi des enfants parce que les nounous que l'on prend, je vous le dis tout de suite, elles ne pourront jamais mieux faire ce que vous avez à faire pour vos enfants que vous-même. Donc à partir de ce moment, vous comprenez que tout se tient. Il faut donc migrer vers ce petit débat sur c'est la faute aux journalistes, c'est la faute à l'enseignant, c'est la faute aux parents, pour aller vers l'essentiel. L'essentiel, je vous le dis sur cette question, c'est les valeurs. Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos repères en tant que société? Quels sont nos exemples? Quelles sont les figures par rapport auxquelles nous nous identifions? Lorsque vous vous retrouvez dans un pays où l'on banalise le bon parce que l'on estime que ça ne correspond pas à ce que l'on veut pour le moment, ben attendez-vous à ce qu'il y ait dévalorisation des valeurs. Lorsque vous êtes dans une société où l'on vous dit par exemple que ben voilà, le blanc est jaune ou alors le jaune est noir et invariablement, dites-vous bien que tout cela déteint sur la réalité parce que je vous le dis encore, l'essentiel c'est au niveau de la promotion des valeurs. Il va donc falloir développer une autre vision de la société de façon immatérielle d'abord. Développer ce que nous entendons par valeur. Vers quoi nous tendons? À quoi voulons-nous ressembler comme société? Il va falloir ensuite trouver des personnes qui incarnent réellement ces valeurs. Vous ne pouvez pas être un bandit et venir clamer, apprendre à dire du matin au soir à un enfant de ne pas voler alors qu'on vous dit qu'en tant qu'intendant, vous avez ramassé de l'argent dans la caisse. Ça ne tient pas. Donc, à partir de ce moment, je dis, cette valeur, ensuite des valeurs, enfin des valeurs. Il va falloir se réapproprier. Voilà. Mais Ngamo, sur cette question de 100 millimètres, votre sentiment là-dessus, comment comprendre qu'un enfant parte de la maison avec un instrument comme celui-là pour aller... Vous m'avez dit que c'est parce qu'il voulait constituer ses dossiers pour le concours de l'armée. Voilà. Ça veut dire qu'il a posé le problème au niveau de la famille, on n'a pas pu résoudre, il a pensé à la caisse
de son lycée. L'intendant. Oui. J'avoue. Est-ce qu'il a posé le problème à la famille? Non, Comment comprendre ça? je ne pense pas que, Pour un concours, que la il bonne veut. question soit même de savoir s'il a posé oui ou non la question aux membres de sa famille. Parce que même face à une réponse négative venant de ses parents, de ses oncles et autres, rien ne justifie Oui. qu'ils prennent la machette pour aller affronter directement en pleine journée à 10 heures l'intendant de son établissement. Rien. Et tout à l'heure, je l'ai dit, l'école n'est que le reflet Oui. de tout ce que nous avons comme écart de conduite dans la société. L'enfant ne fait que là amplifier, reproduire, Il reproduit. Hein? reproduire ce qu'il voit. Il est formaté quelque part et de manière inconsciente. Son cerveau est pris en otage par le système social dans lequel il vit. C'est de telle manière que lorsqu'il se met à poser cet acte, il est en train de jouer à un héros. À l'instant, pour lui, il faudrait que l'histoire retienne qu'il avait sorti la machette et il a braqué M. l'intendant. Mais dans cette histoire, il y a eu 2 braquages. Il y a eu 2 braquages. Parce que il nous revient, c'est vous les journalistes qui rapportez les faits. À l'instant, on a poursuivi ce garçon, on l'a attrapé avec moins de 500 000 sur lui. À l'instant, M. l'intendant déclare qu'il y a eu près de 800. Donc, Entre 800 et 500. vous comprenez qu'il y a eu 2 braquages. Mais est-ce que l'enfant lui-même dit, reconnaît avoir pris 800? Il faut déjà savoir. C'est à nous, c'est à vous les journalistes à investiguer. Voilà, nous dire. on va... Mais les faits tels que rapportés Oui. m'amènent à conduire qu'il y a effectivement eu 2 braquages. Lorsqu'il premier dit braquage, le c'est premier braquage, l'élève. c'est l'élève. Et Le le second, deuxième braquage, quelqu'un d'autre. On se comprend. On se Nous comprend. nous comprenons très oui, bien. Oui, on se comprend. Voilà. Oui, Jacques? Oui, très rapidement. D'abord, pour ce qui est de la vidéo, les vidéos qui circulent, je répète que je ne vois pas la responsabilité des enseignants en ce qui concerne cette vidéo-là. Il faudrait que cela soit clair parce que, et là je suis d'accord avec monsieur l'inspecteur, c'est le reflet de ce qui se passe dans la société, les mauvais médias et tout ce que vous voulez. Il faudrait qu'on Vous avez même dit que des scènes pareilles ont été vues au Gabon. Mais voisin. je vous ai envoyé ces images-là. Et c'est la télévision gabonaise qui a fait passer ces images au journal. C'est-à-dire que exactement ce que vous avez vu au lycée bilingue de Kribi, c'est un repeat exact de ce qui s'est passé au Gabon. Nous avons l'impression que ces enfants-là se livrent à des sortes de défis. Alors, il faudrait que ce soit clair. Le problème se trouve ailleurs. Pour ma compréhension, M. Betsa, une seconde s'il vous plaît. La scène du lycée de Samelima Oui. se joue où? C'est pas dans une salle de classe? Vous parlez de Kribi. De Kribi, oui. Ça se joue dans cette salle de scène classe. pornographique. Oui, Mais je vous réponds justement. Oui, dans une salle de classe. Je vous réponds justement. Je Oui. vous réponds parce que je sais là où vous voulez me tendre le piège. Attendez que j'arrive donc. Comment le Attendez que j'arrive. La scène se joue dans une salle de classe. Et pendant le cadrage horaire de 7h30, peut-être 15h30, Oui. la première question qu'on doit se poser, chers professeurs, chers collègues, à cette heure-là, d'où vient-il dans un système bien organisé que les apprenants soient abandonnés à eux-mêmes pendant une séquence de telle manière qu'ils peuvent tourner tout leur scénario à cette heure? Est-ce que il n'y avait pas un enseignant programmé pour dispenser les enseignements à cette heure-là? Sinon, il devait avoir peut-être, je ne sais pas, vacances. Les surveillants, où étaient les surveillants pendant que la scène se jouait? Quand je pose cette question, M. Bessala, c'est pour vous emmener à reconnaître déjà en tant qu'enseignant qu'il y a eu faille quelque part. Maintenant, il faut déjà reconnaître qu'il y a eu faille avant de chercher les causes. Et au niveau des causes, maintenant vous allez me dire que les enseignants
sont très occupés, surmenés. Je suis d'accord avec vous. 15 heures par jour. Je suis d'accord avec vous. 15 heures de cours, En une journée, c'est énorme. c'est au-delà des véritables capacités pour faire le véritable enseignement. D'accord. Vous Alors, comprenez? je vous Donc, réponds. oui, allez-y. D'accord, je vous réponds. Monsieur l'inspecteur, vous avez été sur le terrain. Oui. Et lorsqu'il y a une vidéo comme celle-là qui sort, pourquoi regarder directement si un enseignant n'était pas en salle? Moi, je vous réponds. Et si je vous dis que c'était à l'heure de la pause, on fait comment? On fait comment? Non, Vous mettez, je vous ne en nous prie. dites pas si c'était à une heure de cours ou c'était la pause. Alors moi, je vous dis que c'était à l'heure de la pause. On fait comment? Ah bah voilà. Je m'attendais plutôt à comment le téléphone portable a-t-il fait pour se retrouver? Bon, là vous avez Non, dédouané oui, l'enseignant. oui. Est-ce que les surveillants des secteurs, comme on les appelle, Oui. ils étaient où? Alors, les surveillants de secteur, vous voulez les mettre derrière, dans toutes les salles de classe aux heures de pause? Est-ce que c'est possible? Dans un établissement où vous avez, par exemple, monsieur l'inspecteur, Le ministre un lui-même établissement où vous avez 60 salles de classe. Oui. Oui, attention, monsieur l'inspecteur. Madame la ministre a dit qu'il faut renforcer les effectifs Des des surveillants surveillants généraux. Oui. C'est elle-même qui le reconnaît. Vous ne pouvez pas mettre des surveillants généraux dans chaque salle de classe à l'heure de la pause. Oui. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas réaliste. Alors moi, je voudrais continuer pour répondre à mon Maître frère, Karim. à maître, monsieur l'avocat, pour lui dire que, monsieur l'avocat, un conseil de discipline, et vous le savez certainement, c'est la cuisine interne. Vous nous demandez de laisser les journalistes venir faire leur travail au sein d'un conseil de discipline. Cela n'est pas faisable. C'est la première chose. La deuxième est que ce journaliste, les enseignants ne l'ont pas brutalisé d'un coup. On lui a demandé de partir, il a refusé. Et on a voulu quand même l'entraîner hors de l'établissement. Comment? Ben, sans le brutaliser. Du genre, mais monsieur, je vous en prie, allez-y, partez. Et ça a dégénéré. Il faudrait que cela soit compris. Ce n'est pas un syndicalisme qui porte... voilà. Et pour revenir à Samelima, je chute par là. Oui. Voilà. Samelima, je vous en prie. Oui. Samelima, voilà donc un élève qui va braquer chez l'intendant. Non, Alors. faisons court, hein. L'intendant déclare avoir perdu 800 000. Oui, Lorsqu'on rattrape l'élève, oui, on retrouve 500 000. oui. Où sont passés les 300 000? Oui. Si je vous dis qu'en courant, l'élève a balancé 300 000 quelque À part, qui? ben à quelqu'un. Il balance pourquoi? Ben, Il pour balance l'argent? Non, monsieur Autou. Pourquoi il balance seulement 300 000? je vois là où vous voulez en venir. Non, mais non, non, vraiment. Évitons cette polémique-là. non, c'est pas une polémique. C'est pas une hein. polémique, c'est le les fait. faits. Non, ce sont L'intendant c'est fait une les faits. déclaration. Non, vous, oui. Non, on dit des choses. Non, on ne fait pas de À procès. partir de ce que les journalistes ont relaté, Oui. il y a eu 2 braquages. Oui, voilà. L'inspecteur parle de 2 braquages. Ok. Oui, maître. Oui, par rapport à cette histoire de 500 000, 800 000, je crois que nous sommes au Cameroun, nous savons que en réalité ça ne me surprend pas beaucoup. Je ne serais pas très surpris que les gardiens de la caisse, très intuitifs et très réactifs, et rapidement sur le coup imaginer s'accrocher sur cet incident pour justifier quelques écarts. Bon, moi, ça ne m'étonnerait pas beaucoup. C'est pour ça que je parle au conditionnel, je ne suis sûr de rien. Mais ça ne m'étonnerait pas que cela soit vrai dans le contexte qui est le nôtre. Ça, c'est la première des choses. Ce que je dois dire aussi à M. Bessala, c'est que il est définitivement dans une posture de syndicaliste. Il n'est pas question de défendre. Moi, je ne pense pas que la responsabilité soit celle d'un corps forcément au détriment de tous les autres. Lorsque vous vous retrouvez au conseil de discipline, vous êtes là en tant qu'enseignant, le journaliste qui vient dans la posture de journaliste, vous n'avez pas... Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Je ne vous ai pas coupé tantôt. Souffrez que j'aille jusqu'au bout. Donc, je disais que le journaliste qui vient à la quête de l'information, quand vous parlez de conseil de discipline, ils vont souvent dans des endroits encore plus fermés que cela parce qu'ils sont à la recherche de l'information. C'est pour ça que, à bien des gars, être journaliste est considéré comme un métier risqué. Moi, pour revenir à l'essentiel, je pense que nous devons recentrer le problème. C'est-à-dire, je vous pose 2 ou 3 petites questions de façon triviale. Quelle est la politique gouvernementale même? Maître, Quelle est la politique gouvernementale de la long. violence dans les écoles? On va en parler après la deuxième, après le journal de Nadine Yambou, parce que c'est dans un instant, on va partir à Douala, on va revenir sur vos 2 préoccupations. On se retrouve après le 20h de Nadine Yambou pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief.
Maître Claude Ken. Maître Claude, vous avez regardé ces images dans le journal d'essai de Gnoufelé, ces images qui nous viennent du lycée de Kribi. Ce qui s'est passé au lycée de Kribi, on a suivi la version du président des enseignants indignés. Il nous a donné la version de l'enseignant qu'il est. Mais là, on a les images. Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer un tel degré de violence? Oui, Serge, nous avons, mieux que les images, nous avons les faits. Vous savez, on dit souvent dans notre jargon que les faits sont têtus. Ça veut dire qu'à côté des avis, à côté des prétentions, à côté des arguments, généralement, les faits s'imposent. Et vous avez vu là un journaliste amoché, vous avez vu un journaliste ensanglanté, vous avez vu un journaliste violenté. Et violenté par qui? Par des enseignants. Dans quel contexte des enseignants réunis, nous a-t-on dit, pour combattre la violence? C'est-à-dire les gens se réunissent pour combattre la violence et achèvent leur colloque par le muscle, c'est-à-dire en montrant justement aux élèves qu'ils sont venus sanctionner, qu'ils sont encore mieux formés que dans la violence. Je crois que ça n'honore pas l'enseignant. Je suis fils d'enseignant et je n'imagine pas mon feu papa en train de boxer quelqu'un sous prétexte qu'il a posé un acte avec lequel il n'est pas d'accord. Je pense que la violence doit être condamnée d'où qu'elle vienne. Je fais partie de ceux qui pensent que la violence, en dehors de celle qui est encadrée par les textes, c'est-à-dire que la violence émanant de l'autorité légitime, dont parle Max Weber par exemple, en dehors de celle-là, la violence doit être condamnée d'où qu'elle vienne. Les faits sont suffisamment graves. Nous sommes en train d'assister impuissants au délitement de l'univers scolaire. Et je pense que l'on doit se poser fondamentalement les questions qui valent la peine. D'ailleurs, quelle est même la politique camerounaise de la monoparentalité, par exemple? Je veux dire que qu'est-ce que le gouvernement met sur pied, par exemple, pour accompagner une femme qui se retrouve avec un enfant sans père? Quelle est la figure que le gouvernement met sur pied pour pouvoir accompagner cette femme? Parce que si vous allez faire la sociologie de ces événements, vous allez vous retrouver parfois, c'est des enfants qui viennent des familles monoparentales. Voilà, qui viennent des familles monoparentales, qui viennent des quartiers parfois difficiles. Ouais. Parfois, c'est des enfants qui ont déjà consommé des substances, des drogues, des substances psychotropes. Et à partir de ce moment, l'on embraye avec un autre problème. Vous comprenez donc pourquoi l'inspecteur Ngamo disait en première partie que ce n'était pas la solution de mettre exclure ces enfants? Au fur et à mesure que l'on avance, on crée un autre problème? Absolument pas. Au fur et à mesure qu'on avance, je m'en rends compte. En réalité, quelle est même la politique camerounaise de lutte contre la drogue? Parce que tout ça s'embraye finalement. On se rend compte que la démocratisation de la drogue va avec l'augmentation des violences dans le milieu scolaire. Et lorsqu'on voit les enseignants boxer un journaliste, on se pose la question de savoir si aussi n'en consomme pas un peu. Voilà, on va donc d'abord l'inspecteur Ngamo sur cette situation. Vous avez vu les images du journaliste véritablement amoché, Monsieur Serge venant Alain, des enseignants. Est-ce que c'est quelqu'un l'a même dit dans le reportage, des enseignants qui se comportent ainsi devant les élèves? Quelle image? Moi, je trouve que cette situation est regrettable. Et quelles que soient les explications que des collègues peuvent me fournir, je ne pense pas qu'on devait arriver à cette situation. Parce qu'on n'éteint pas le feu avec le feu, on ne combat pas la violence avec la violence. Et je ne comprends pas des situations. Peut-être que des conditions de travail, je cherche à comprendre. Les enseignants sont tellement sous pression, tellement dans de mauvaises conditions de travail, de mauvaises conditions de formation, que finalement, pour un moindre rien, ils perdent le contrôle. Or, je pense qu'ils doivent faire un effort pour avoir de la maîtrise, que de pareils actes ne se reproduisent plus dans les établissements. Ça ne nous honore pas. Les enseignants que nous sommes, ça ne honore pas le cadre dans lequel nous nous trouvons. L'école doit cesser d'être un milieu de violence pour être un véritable milieu de socialisation. C'est pour cela que je dis ces images sont regrettables et vraiment il ne faudrait pas qu'on ait à revivre de pareilles scènes. Jacques Bessala, est-ce que vous, maintenant que vous avez vu le journaliste sur son lit d'hôpital, on a appris dans le reportage de Joseph Abena, notre correspondant Equinox là-bas, il dit que le proviseur
décidé de s'occuper de toutes les factures. Vous avez vu les images du journaliste à Moshi? Je commence par les images. J'ai reçu ces images, monsieur Otto. J'ai reçu du journaliste à l'hôpital? J'ai reçu ces images, monsieur Otto, oui. Avant-hier. Je les ai reçues. Maintenant, il est clair pour nous tous que la violence ne rend service à personne. Elle nous détruit. Il faut que cela soit clair. Est-ce que, peut-être que si ce journaliste n'avait pas été blessé, peut-être que les commentaires ne seraient pas aussi acerbes. Non, mais il est blessé. Il est blessé, c'est ce que nous constatons. On ne va pas dire qu'il n'est pas blessé. Oui, très bien. Très bien. Alors, nous condamnons la violence. Mais je voudrais relever quelque chose ici. Il ne faudrait pas que Maître donne l'impression à la société que l'enseignant est devenu fou. Vous voyez qu'on en parle pour la première fois. Pourquoi? Pourquoi les péripéties vous échappent-elles? Je voudrais vous rappeler, monsieur Otto, que ce journaliste n'est pas le seul à avoir été... c'est pas le seul à qui on a demandé de partir. Il y avait plusieurs journalistes là-bas. Je vous ai même parlé de celui qui a présenté un faux document, etc. Pourquoi celui-là? Alors, vous avez... L'enseignant est également... C'est ça qui justifie Non, l'enseignant est également un humain. Le problème qui se pose là maintenant est que lorsque l'enseignant est attaqué, ça se passe dans son lieu de service. Et dans le lieu de service... Le journaliste est venu attaquer l'enseignant? Comment? Mais je vous dis que le journaliste était le premier à porter le coup. Il était le premier à porter... Comment on peut vérifier ça? Ah bah, comment pouvez-vous vérifier que ce n'était pas l'enseignant... Non, on parle des images que nous avons vues. Mais... Monsieur Otto, Monsieur Otto, si vous me frappez et que je suis plus baraqué que vous, et c'est un prof de PS, je vous frappe quelque part, vous vous blessez. On va retenir que je vous ai frappé, vous êtes blessé. Hein? On va oublier que vous avez commencé. Donc le problème ici est que l'enseignant est attaqué dans son lieu de service. Et dans le lieu de service, le plus souvent, j'arrive. Agressé physiquement. Je voudrais vous citer les cas, par exemple. Madame le sous-préfet vient gifler. Le militaire tabasse. Tout ce que vous voulez là. Ça se passe dans le lieu de service de l'enseignant. Et dans le lieu de service de l'enseignant, vous avez les élèves tout autour. Et ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que l'enseignant est resté diplomate, poli, passif. On crève l'œil gauche, on crève l'œil droit. Mais l'œil droit, l'enseignant est également un humain, il peut avoir mal. Je ne justifie pas l'acte, mais essayons de comprendre l'humain qui a reçu un coup et qui peut-être par légitime défense. Vous voyez un peu. Donc, la violence ne sert personne, mais je voudrais nous rappeler que aujourd'hui, on présente les enseignants comme des sauvages par rapport à cette affaire de Kribi là, mais vous avez oublié que jusqu'ici, l'enseignant fait tout pour être poli, pour être posé, Donc, posez-vous également des questions. L'enseignant n'est pas fou pour frapper un journaliste. Encore que, monsieur l'avocat, l'école n'était pas obligée d'accueillir ce journaliste. Le conseil de discipline n'est pas couvert par les journalistes. L'incident, il est malheureux. Et je chute par là le proviseur qui est allé... Mais le proviseur... À partir du moment où il y a des blessures ou tout ce que vous voulez, le proviseur... Oui, le proviseur est un bantou, c'est un Africain. Il y a eu du grabuge chez moi, l'étranger, qu'il ait raison ou tort, le proviseur va dire, bon, écoutez, vraiment, l'incident là, vraiment, mon frère, il faut te soigner. Et s'il peut supporter les factures, il le fait. Ok, merci. Voilà, vous voulez ajouter quelque chose, maître? Je dois dire une ou deux petites choses, c'est-à-dire que je constate que notre ami syndicaliste, parce qu'il faut clairement le dire, il est dans la posture de syndicaliste, c'est son droit. C'est normal, voilà, c'est son droit de défendre clairement ses collègues. Mais je dois dire que ça me fait penser à la situation des avocats, lesquels sont parfois accusés du simple fait d'être présents. C'est-à-dire, vous arrivez dans une brigade, on estime que votre seule présence est déjà une agression. Vous arrivez dans un commissariat, et même dans certains bureaux de juge, on estime que votre présence est déjà une agression. Mais ceci ne signifie pas pour autant que la gendarmerie est devenue un corps de violents ou bien que la police est devenue absolument violente. Ce sont ces agents-là qui sont des agresseurs, et je dis en l'espèce, les enseignants
qui ont agressé, amoché, violenté ce journaliste ont posé des actes de sauvagerie, de barbarie, ce qui ne transforme pas tout le corps enseignant. Oui, Donc il faut éviter de créer cette confusion-là qui en réalité ne nous sert pas à grand-chose. Moi, je veux vous dire l'essentiel sur cette affaire. Je dis que les responsabilités sont partagées. Oui. Et il faut revenir sur même le reportage. Si vous avez été attentif, si vous avez suivi, il a dit, on le frappait, le témoin dit, on le frappait en appelant son nom. J'ai écouté cela, on le frappait en appelant pas son nom. Ce qui signifie que on s'est déplacé de la fonction pour s'attaquer désormais à la personne. Ce n'est plus le journaliste seulement que l'on frappait, c'est peut-être ce nom qui énerve que l'on frappait désormais encore quand tu es à Kribi. Donc moi je dis, tout ça, ça s'imbrique, tout ça, ça se rejoint. Et je dis, il faut combattre cette question-là, il faut agresser cette question-là à un niveau supérieur. Je pense que personne ne peut mieux faire que le gouvernement. Samuel Ngamo, justement, on parlait de Kribi, on a parlé également de Saint-Mélément en première partie. Kribi et, on a appris tout à l'heure, Kumba. Et aussi, la longue liste. Kumba est rentré dans la danse. Il n'y a pas de 200. Voilà, il n'y a pas de 203. On parle de sexe en bande. Comment faire pour arrêter ce phénomène, cette gangrène qui est en train de prendre véritablement corps? Voilà la question. C'est quoi? C'est les réseaux sociaux, les téléphones? Comment faire pour arrêter? Après Kumba, what next? À qui le tour? Oui. Comment faire pour stopper ça? Comment faire pour stopper tout ce désordre social qui malheureusement se multiplie dans le milieu éducatif? Il faudrait véritablement que le politique remette la balle au centre, comme on le dit. Parce que les finalités de l'éducation dans un pays sont définies par le politique. C'est le même politique qui doit développer tous les moyens humains et matériels pour que l'école joue sa véritable mission. On ne peut pas ne pas interpeller le politique. C'est sa mission. Et lorsque le politique va agir, il faut que l'ensemble de la société aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, tout à l'heure, pendant la première phase, Maître a introduit une notion extrêmement importante sur laquelle nous n'avons pas suffisamment réfléchi. La notion de repère. Quels sont aujourd'hui les repères que nous présentons à ces jeunes qui sont à l'école? Si les repères, c'est les femmes qui dansent nues à longueur de journée sur les chaînes de télévision, et ils sont assis pour voir, il faudrait bien qu'ils dupliquent tout ce qu'ils ont passé de temps à regarder. Il faut bien qu'ils trouvent un temps. Le cerveau a cette aptitude, c'est le biologiste qui parle, de mémoriser tout ce qu'il observe et le multiplier pour pouvoir le reproduire en termes d'action. Il faudrait donc véritablement qu'il y ait la culture du modèle. Et vous, journalistes, vous avez votre part dedans. Vous ne savez pas combien de Camerounais, combien de modèles ont été tués par des journalistes. Je dis tués entre parenthèses, pas physiquement. Je dis sapés. Aujourd'hui, il se dit, il suffit qu'on donne une petite enveloppe à un journaliste et il produit un article pour détruire une valeur. Et tout cela, ça se rencontre dans tous les milieux. Lorsque un système ne peut plus produire des valeurs, travaille maintenant pour détruire les quelques valeurs qui se dessinent, l'école ne peut pas marcher. Parce que l'école est un lieu de socialisation. Et chaque enfant qui va à l'école doit avoir des repères. J'aimerais être comme tel. J'aimerais être comme tel. Lorsque tout ce qu'il présente dans ses représentations, le tel, ici trois tels, il y a les Feynman.
On a fait leur promotion, ils sont nombreux à l'Assemblée nationale. C'est eux qui deviennent les faire valoir. C'est eux qu'on écoute. Allez dans nos propres familles. Vous avez un qui a trimé, il a échoué le BPC 3 ans, 4 ans. Et il tombe là, il fait quoi, les marchés publics? Il se développe, il est devenu... Et qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une terme que tu veux utiliser. Il se bat beaucoup. Il se bat beaucoup. Pendant les réunions familiales, on attend. Quand il n'est pas là, on ne prend aucune résolution. Parfois, ce n'est pas l'aîné. Hein. Parfois ce n'est même pas l'aîné. C'est lui qu'on attend. C'est lui qu'on attend. Même lorsqu'il y a un deuil, c'est lui qu'on attend. C'est lui qu'on attend. On a déplacé aujourd'hui les systèmes. Mais c'est lui qui débloque. Comment vous ne comprenez pas ça? C'est lui qui ouvre les portes, non? C'est facile à comprendre, mais il ouvre les mauvaises portes, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, là, il faudrait que le politique reprenne sa mission, qui est véritablement celle de définir les finalités de l'éducation. Okay. Et en termes de finalité, c'est le système de valeurs. Il y a plusieurs échelles. Mais l'échelle suprême, c'est le bon, le vrai et les valeurs. Okay. Merci. Oui, Jacques, sur cette question, je vois que vous vouliez revenir sur Kribi, sur le journaliste. Oui, je voudrais... Vous embrayez avec Kumba. Oui, je vais embrayer. Je voudrais juste revenir sur le point de chute. Oui, de Maître. Il a glissé quelque chose d'assez grave, ça m'a choqué. Lorsqu'il a dit que, déjà, il faut rappeler que c'est un enseignant qui était aux prises avec ce journaliste, et non plusieurs enseignants, d'après les éléments, nos éléments d'enquête, c'est la première chose. Maintenant, il a dit quelque chose du genre, on appelait ce journaliste-là par son nom. Non, on l'a suivi dans le reportage. Je parle des propos de Maître. Je suis en train de le reprendre. On l'a appelé par son nom, et son nom indiquant une certaine origine sociale. Oui, il l'a dit. Encore que nous sommes en milieu Kribi, son nom rappelant quelque chose. Alors, Maître, je voudrais vous dire les yeux dans les yeux que... je vous répondrai également. Oui, d'accord, Maître. Alors, les yeux dans les yeux, ce que vous avez voulu dire, parce que le nom du journaliste qui a été frappé, ce journaliste, son patronyme indique qu'il est de l'Ouest. Alors, ce que Maître a voulu dire est que, étant à Kribi, ok, il n'est pas chez lui. Maître, je voulais vous dire que, est-ce que vous savez que l'enseignant qui était aux prises avec ce journaliste est de l'Ouest? Alors, arrêtons, je vous en prie. Kribi, c'est le Cameroun. Le lycée bilingue de Kribi, c'est le vert ou jaune. Tous les Camerounais y ont accès, parlant de nos élèves et tout ce que vous voulez. Lorsque j'ai fini... J'ai été clairement cité, il est de bon ton. Je vais vous passer la parole. Oui, je vous en prie. Ça m'a vraiment choqué. Il ne faudrait pas qu'on aille surfer sur ces choses-là. Okay. Alors, maintenant, pour ce qui est de Kumba. Oui, permettez donc, Maître, puis vous revenez sur... Il vous répond. Je réponds très simplement. Je dis, je n'ai rien inventé. On parle des faits. Et je dis, les faits sont sacrés. On vous dit, on le frappait en appelant son nom. Ça signifie ce que ça signifie. Et moi également, et je vais faire ce que je voulais dire. Vous avez compris, vous avez tout compris, sauf ce que je voulais indiquer. Je voulais indiquer qu'en réalité, ces enseignants-là vivent dans un milieu social et que mis dans des incidents comme cela, ils ne peuvent que répercuter la réalité sociétale. Et vous n'allez pas nier que le tribalisme fait partie des fléaux actuels dans ce pays. Sauf à vouloir construire un discours qui est carrément déconnecté de la réalité. Oui, c'est la réponse. Allons-y à Kumba. C'est mon temps de parole. Oui, ce qui s'est passé à Kumba. Voilà. Après Kribi. Ce qui s'est passé à Kumba est le repeat, c'est-à-dire bis repetita. Et ce qui m'intéresse à ce niveau, je ne reviendrai pas sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs, ce qui m'intéresse à ce niveau, M. Otou, c'est que lorsque cet élément-là passait à la télé, moi je vous ai écouté en off, vous avez dit, mais peut-être que ça s'est passé pendant des heures de cours. Oui. Alors, non, même le préfet a dit. Pendant des heures de cours. C'était les heures de cours. À Kumba, on a suivi, c'était aux heures de cours. Oui, et par là même, que veut-on dire? Que veut dire la société? Et là, il n'était même pas au lycée. Très bien. Monsieur Otou, la la réponse à cela, c'est cette fameuse affaire de mi-temps. Ah bon? C'est cette fameuse affaire de mi-temps. Vous savez pourquoi? Oui.
C'est-à-dire que le matin, vous avez des élèves qui partent de chez eux, Ouais. qui sont de matin, si vous voulez. L'après-midi. Pardon? De midi, comme on dit. Oui, et ceux Mais de ils partent de la maison. Ils Non, partent non. de la maison. Ils partent de la maison le matin, Le donc matin. ils sont de midi. Pour parler de manière triviale. Oui, On se comprend. et ceux même qui sont de midi, Oui. certains n'arrivent pas à l'établissement scolaire. Voilà. Alors, vous voulez encore que les enseignants et les surveillants généraux aillent les chercher partout dans la ville? Et c'est comme ça que vous les voyez se balader. Regardez ici à Yaoundé. Regardez ici à Yaoundé, pendant les heures de cours, vous les voyez déambuler là. C'est cette fameuse affaire mi-temps. de mi-temps. Ça n'a rien à voir avec l'école. C'est pas parce que l'école ne parvient pas à les maîtriser à l'intérieur de l'école, c'est parce que la mi-temps vient tout bouleverser dans, dans notre système de travail. Et je voudrais dire, en sortant, je vais sortir, pour dire votre dernier mot, pour parce qu'on dire, fait le pour dernier dire tour de que, pour table. dire que cette mi-temps a été mise en place, soi-disant pour des raisons Covid. Mais on ne se retrouve plus aujourd'hui. Les enseignants, d'abord, leur temps Le de Covid travail. est reparti de plus belle, là. Oui, il est reparti de plus belle, mais on veut nous donner l'impression que dès qu'on entend parler de Covid, c'est l'école. Regardez les taxis, regardez les marchés, regardez partout là, comment ça se passe. Il faut qu'on nous fasse sortir, madame la ministre des enseignements secondaires, faites-nous sortir de cette mi-temps, elle est contre-productive. En ce qui concerne les performances des enseignants, en ce qui concerne la discipline des élèves, le suivi des élèves. Voilà des hécatombes qui nous viennent de partout et la mi-temps y est pour beaucoup. Il faudrait le rappeler ici. Ok, merci. Ouais, maître. Oui, pour Est-ce qu'on enchaîner retiendra, avec, oui. pour enchaîner On sort de avec l'émission. les appels, si on peut appeler ça comme ça, à l'endroit Oui. de Madame le ministre, il serait souhaitable qu'elle pense à recruter davantage d'enseignants pour occuper ses élèves plutôt que de recruter des surveillants généraux pour les arrêter ou aller les chercher. Non, on a évoqué pendant le journal, on a évoqué ce problème. Hein. Voilà. Les enseignants sont... beaucoup veulent être nommés. Il y a Voilà. dans les établissements C'est plusieurs, gênant, c'est parfois gênant. plus de censeurs que de surveillants généraux. En réalité, si la politique scolaire était bien tenue dans ce pays, les meilleurs enseignants resteraient enseignants. Voilà. Alors, quand on prend un enseignant valeureux que l'on transforme en censeur. censeur ou en surveillant C'est général, impact pour le c'est système. à mon humble avis, c'est un gâchis et je crois que l'on devrait travailler, quelqu'un le disait tantôt, au profil de carrière, de manière à ce que, à définir clairement qui est fait pour l'administration et qui est fait pour l'enseignant. Ce jonglage-là ne nous aide pas beaucoup. Voilà, monsieur l'inspecteur Namo, pour conclure. Pour conclure, merci de me donner l'occasion de conclure. Je voudrais embrayer dans la même veine que Maître pour dire qu'en réalité, si nous voulons une école performante, que nous développons des conditions qui vont permettre à l'enseignant d'être véritablement enseignant, à l'apprenant d'apprendre pour justement permettre à l'école de jouer ses principales missions, qui sont au nombre de deux. La première, dans un pays, transmettre l'héritage du passé. Et la deuxième, préparer la transformation du futur. Est-ce que notre école, telle que nous la vivons aujourd'hui, opère dans l'accomplissement de ces deux missions? Malheureusement pas. Malheureusement pas. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Et encore, dernier mot, j'interpelle le politique. Qu'il fasse véritablement son travail. Et son premier travail doit concerner l'éducation. Qu'on en fasse une priorité dans un pays. Ok. On ne peut pas avoir dans une capitale comme Yaoundé, c'est-à-dire le siège des institutions, où on a des lycées de 5000 élèves. Ça devient une méga structure ingérable. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, on a des établissements avec 110 salles de classe. D'où vient-il qu'on ait des méga structures pareilles? Ça ne marche pas. Il faut redéfinir le contexte éducatif et respecter ces normes. Voilà. Merci, monsieur l'inspecteur. Merci, monsieur le président des enseignants indignés. Voilà. Oui, nous Merci. restons indignés, nous attendons. Il y a 43 milliards en instance pour 17 000 enseignants qui sont en attente de leur complément de salaire. Ok. Il faut que ce soit payé. Et vous Merci. voulez qu'ils soient opérationnels, qu'ils travaillent sans salaire. Voilà les conditions de travail qui sont Merci. empoisonnées. Merci, maître. Oui, Pour merci, cette première. Merci, Serge Alonto. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité. Je vais clore mon propos en rendant hommage à une valeureuse avocate qui nous a quittés il y a 2 jours, maître Nina Koloko. Qu'à Dieu revienne son âme.
Voilà. Nous allons également dire merci à Rosine Nkolo qui nous a rendu bon, hein, vous avez vu, tous les soirs ici à Equinox Soir Yaoundé. Merci à Rosine Nkolo, merci à Joël Essengue, merci également à Élisée Borba, merci surtout au chef d'orchestre, le très méticuleux Emmanuel Diop. Bonsoir, Madame Essono Montekavo, Bogada.